salle Jean Despas avec l'explorateur Raphaël Donjean. Alors j'ai envie de commencer par une phrase, Raphaël, que vous citez régulièrement, une phrase d'Einstein: le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour parler justement du potentiel de l'énergie solaire, des pionniers, c'est ces gens qui ont essayé, il y a maintenant des dizaines d'années, de nous insuffler cette idée de ce qu'on peut faire avec l'énergie solaire. Et c'est vrai que cette citation, c'est une prédiction plutôt. On doit démontrer que Albert Einstein a eu tort. Et pour ça, on est tous responsables de ne pas laisser faire ceux qui font le mal. Alors, Raphaël, vous avez fait entre 2010 et 2012, on est d'ailleurs à une date anniversaire, un exploit remarquable. Vous avez fait le tour du monde avec Planète Solar, premier gros bateau, le plus gros bateau du monde qui fonctionne à l'énergie solaire. 2 ans, 4 coéquipiers, beaucoup d'aventures. Finalement, une aventure humaine, bien évidemment, au-delà même de la science que vous allez nous faire partager à travers cette exposition, à travers cette interview aussi. Comment est venu ce déclic? Vous étiez ambulancier, informaticien. Quel a été le déclic dans la réalité? Il y a eu 2 déclics. Le premier déclic, ça a été tout d'abord que la technique existait. Dans les années 2000, on avait développé un système d'hébergement solaire et j'ai pu constater que l'énergie solaire, ça fonctionnait, c'était économiquement rentable et c'était techniquement extrêmement fiable. Ça, c'est le premier déclic. Le deuxième déclic, c'est la prise de conscience en Islande, la disparition d'un glacier en particulier qui m'a vraiment fait réaliser que les changements climatiques, c'était une réalité et qu'il fallait faire quelque chose. Non pas en parlant des problèmes, parce que ça, effectivement, il faut alarmer, c'est important, mais beaucoup le font depuis un certain temps, la plupart sont des scientifiques, mais il fallait aussi amener des solutions. Et c'est pour ça que, voilà, on a décidé, j'ai eu cette idée un peu folle de faire le premier tour du monde à l'énergie solaire avec un bateau solaire. Alors, une idée un peu folle, mais finalement, vous avez été suivi. Alors, ce qui m'a beaucoup amusé dans une de vos interviews, c'est que vous disiez que finalement, il fallait trouver de l'argent, bien évidemment, puisque je crois que c'était un budget au départ annoncé de 20 millions d'euros. Finalement, ça coûtait 30 millions d'euros. Vous êtes parti avec pas un sou en poche. Et que vous avez essuyé bien sûr des refus au départ. Vous avez dit qu'effectivement plus il y avait de refus, plus ça voulait dire que vous auriez de chances d'avoir un sponsor. J'ai pas bien compris. Donc effectivement, c'est un principe, si vous voulez, quand vous trouvez les moyens de réussir une aventure, c'est la partie la plus difficile. On sait qu'on a entre 2 et 4% de chances de succès, ce qui veut dire qu'on a 96 à 98% de réponses négatives. Et c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Tous les jours, on a des réponses négatives. Et là, soit vous êtes pessimiste, et puis chaque fois que vous avez une réponse négative, vous pensez que ça va vraiment pas fonctionner. Ou alors, vous essayez d'être optimiste, d'être positif, puis vous transformez la statistique à votre avantage. Donc, du point de vue mathématique, si on a un nombre infini de réponses négatives, ça veut dire qu'on a aussi un nombre infini de réponses positives. Donc, plus on a de réponses négatives, plus on augmente nos chances de réussite. Et c'est ça l'idée c'est ça l'état d'esprit qu'on a dans nos projets. Très bien, c'est éclairant. Alors, vous avez donc rencontré cet Allemand qui vous a donc permis de construire le bateau, n'est-ce pas? Et qui l'a soumis à une utilisation commerciale ensuite, parce qu'il ne voulait pas que le bateau reste un bateau d'une aventure, mais qu'il ait une vie après. Quelle est sa vie maintenant, ce bateau? Alors ça, c'est vraiment l'idée d'Imo Streuer, la personne qui a cru en ce projet et puis qui a financé la construction du bateau. Effectivement, il voulait le récupérer. Alors, c'était pas très clair. Est-ce que c'est commercial ou une deuxième vie comme bateau scientifique? Ça, c'était pas très clair, mais il voulait pas que ce bateau termine sa vie dans un musée. Il voulait qu'il ait une deuxième vie. Et cette deuxième vie aujourd'hui, c'est avec Race for Water, une fondation qui s'engage contre les déchets plastiques qui terminent leur vie dans l'océan. Et il fait un deuxième tour du monde. Il est actuellement dans l'océan Indien. Et voilà, c'est vraiment incroyable parce que ce bateau où beaucoup de gens nous avaient prédit qu'on n'arriverait même pas à traverser l'Atlantique, eh ben, il fait un deuxième tour du monde. Et pendant 5 ans, je crois. C'est une expédition de 5 ans autour du monde, avec un départ en Méditerranée, un retour en Méditerranée. C'est un peu votre bébé, même si vous en avez un futur dont on va parler. Est-ce que vous allez de temps en temps leur rendre visite? Alors, c'est mon bébé, mais aujourd'hui, c'est un adulte, donc il mène sa vie sans moi, et j'en suis extrêmement heureux. Et c'est vrai que je suis le parrain, un des parrains de la fondation Race for Water, et j'ai eu la chance l'année passée de retraverser le canal de Panama avec, et de traverser une partie du Pacifique depuis le Chili jusqu'à une île, Robinson Crusoe, une île qui se trouve au milieu du Pacifique, et ça, c'était juste incroyable. Alors, ces 19 mois de traversée, de tour du monde, à 4 donc, quels ont été les grands moments forts, ou quelques-uns des moments forts? Bon, il y a eu un certain nombre de moments assez incroyables. Pour moi, le moment le plus fort, le plus extraordinaire, c'était de traverser le Pacifique. Quand vous quittez les Galapagos, donc en Équateur, en Amérique du Sud, et qu'on a traversé ces 6000 km du Pacifique pour arriver aux Marquises. Pendant 25 jours,
on n'a pas vu un seul signe de vie. On était seul au monde, sur un bateau solaire qui peut naviguer sans jamais s'arrêter. Donc là, c'était vraiment un moment assez extraordinaire. Et quand vous arrivez aux Marquises, vous avez navigué pendant un mois, et tout d'un coup, vous avez ces îles qui sont au milieu de cet océan, avec des montagnes. Et une heure après, c'est la France, et une heure après, vous êtes en train de manger une crêpe et de boire un orangina. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Alors, sur ce bateau, il y avait donc une mixité technologique, c'est-à-dire du high-tech et la technologie de vos grands-parents, comme vous disiez. Finalement, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné? Ça, c'était effectivement une surprise. On avait deux types de technologies, tout ce qui est high-tech, low-tech. Tout ce qui était low-tech, on a eu beaucoup de problèmes. Les systèmes mécaniques des pas variables, on a les douches qui ont arrêté de fonctionner, les toilettes se sont bouchées. Mais tout ce qui était high-tech, on n'a eu aucun problème, de Monaco jusqu'à Monaco. Et ça, c'était vraiment une grande surprise de voir que ces nouvelles technologies, qu'on pense moins fiables, en fait, elles sont tout aussi fiables que des technologies qui sont censées être très éprouvé depuis bientôt un siècle. Alors ce bateau, certes le plus gros du monde, a eu quand même des prédécesseurs. Finalement, on découvre à travers d'ailleurs cette exposition qu'il y a eu des bateaux qui ont fonctionné à l'électricité, ou en tous les cas des embarcations, un pédalo notamment qui est derrière nous. Donc ça date de quand finalement cette utilisation de l'électricité, et que découvre-t-on dans cette exposition qui concerne autre chose que la mer d'ailleurs, l'air, la terre, etc. Alors, Planète Solar, c'était le plus grand bateau solaire du monde. Donc ça, c'est important. Mais c'était pas le premier, effectivement. Donc, il y a eu d'autres bateaux solaires avant. Et dans cette exposition, c'est ce qu'on a voulu faire. Dans cette exposition, il y a des objets historiques. Il y a le premier bateau solaire de l'histoire, 1974. C'est la première fois qu'on se déplace sur l'eau avec un bateau solaire. Mais il y a aussi des objets sur le premier avion solaire, 1978, jusqu'au Tour du monde de Solar Impulse de Bertrand Piccard, premier Tour du monde en avion. Il y a la maquette de mon bateau avec une hélice qui nous a vraiment propulsé autour du monde. Donc l'idée de cette exposition, c'est vraiment d'avoir des objets qui ont réalisé des choses extraordinaires et qui résument un peu cette histoire des pionniers, mais aussi on parle du futur, de demain. Qu'est-ce qu'on pourra faire avec l'électricité, avec la mobilité électrique et l'énergie solaire. Alors c'est quoi un pionnier, Raphaël ? Un pionnier, c'est quelqu'un qui se lance dans quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, qui a une vision, qui a de l'avance sur son temps. Et là, il y a plein de pionniers dans cette exposition qui ont imaginé de se déplacer à l'électricité. Demain, on se déplacera probablement plus qu'à l'électricité, mais à cette époque, c'était quelque chose qui était impensable. Alors, en tous les cas, votre aventure prouve que l'impossible est possible. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes générations, justement, qu'aujourd'hui l'aventure n'est pas une aventure peut-être géographique, mais c'est une aventure qui concerne aussi l'humanité? Je dirais qu'on est face à des difficultés climatiques qui sont vraiment extrêmement importantes. On est face au défi le plus important que notre espèce n'a probablement jamais vécu, et on doit le traverser. Et soit on le voit comme des difficultés, et là ça va être très compliqué, ou alors on le voit comme finalement une opportunité de changer et d'inventer un monde différent. Ça ne veut pas dire qu'on aura moins de confort. Ça veut juste dire qu'on utilisera les ressources que la nature nous met à disposition et qu'on va faire toujours des choses incroyables, qu'on aura toujours le droit de rêver, mais ça grâce aux énergies renouvelables. Alors aujourd'hui, Raphaël, vous avez un nouveau très grand projet. Présentez-le nous. Alors aujourd'hui, notre nouvelle aventure, c'est Solar Stratos, dont le but est d'aller dans la stratosphère, voir finalement la courbure de la Terre, tout ça grâce à l'énergie solaire. Donc c'est réaliser un peu la légende d'Icare, 4000 ans plus tard. Oui, j'espère que ça se termine mieux. La stratosphère, c'est quoi, Raphaël? Non, alors la stratosphère, c'est environ, ça commence chez nous environ à 18-20 km de la Méditerranée, on va dire. Voilà, et c'est finalement en dessous de l'atmosphère, il n'y a plus aucune humidité, on a une intensité solaire qui est beaucoup plus importante que celle qu'on a même ici à Saint-Tropez. D'accord. Alors, donc le but, c'est de montrer qu'effectivement, un engin fonctionnant à l'énergie solaire peut aller plus haut qu'un engin fonctionnant qu'un avion classique. L'idée, c'est finalement de montrer qu'avec un avion qui fonctionne au fuel, il lui faut du fuel, son carburant, mais il lui faut de l'oxygène, c'est un comburant. Plus on monte, moins d'oxygène, donc le rendement du moteur baisse, alors qu'avec un avion électrique et solaire, bien qu'on ait une quantité d'énergie finalement limitée, plus on monte et plus on a d'énergie. Donc le meilleur moyen de rejoindre la stratosphère, de faire de la haute atmosphère, à part les fusées bien sûr, c'est les avions électriques et solaires. Donc Icare, c'était un pionnier. Oui, exact. Alors Raphaël, vous parliez des déclics qui vous ont amené à cette aventure. Il y a aussi un déclic, je crois, c'est votre compagne, votre femme, qui est historienne, archéologue. C'est une aventure à deux que vous avez vécue. Est-ce que c'est important, ça ?
Donc c'est important d'avoir le soutien de sa famille, de nos proches. Et puis c'est vrai que Raphaël est historienne, archéologue, et elle a commencé à s'intéresser finalement à toute cette histoire. Et c'était génial justement avec elle de pouvoir redécouvrir ces aventures que moi-même je pensais connaître relativement bien, mais finalement il y avait beaucoup de choses que j'ignorais. Et de pouvoir en faire un livre, de pouvoir en faire un petit film, de pouvoir avoir ces objets ici et de partager ça avec le grand public, avec la société civile, pour nous c'est extrêmement important. Et donc vous participez également aux rencontres internationale de la mobilité durable, qui est donc une première édition tropézienne dédiée à ces nouvelles technologies, à ces nouvelles énergies. Vous allez retrouver votre confrère Bertrand Piccard. Alors, je suis un peu étonnée, vous allez sans doute m'éclairer. Pourquoi y a-t-il autant de talents en Suisse, de chercheurs, d'explorateurs, d'aventuriers ? Alors c'est vrai que par rapport aux aventures solaires, on a fait le premier tour du monde en bateau solaire, le premier tour du monde en avion solaire, la première traversée de l'Atlantique. C'est surprenant, peut-être parce qu'on est dans un pays où on n'a pas accès à la mer, où on se sent peut-être à l'étroit et on a besoin de partir. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas seulement les Suisses qui sont pionniers, hein, il y a les Américains, les Anglais et la France. La France, vous êtes des pionniers. Le principe photovoltaïque a été inventé par un Français, Alexandre Edmond Becquerel, et c'est lui qui a inventé ça au 19e siècle. Donc, il y a eu beaucoup de choses aussi qui ont été réalisées en France. L'électrification, par exemple, du premier aéronef, hein, c'était aussi en France, aussi au 19e siècle. Donc, on voit qu'il y a des choses assez incroyables qui ont été réalisées en France également. Bon, eh bien, écoutez, tant mieux, nous en sommes ravis. Raphaël, on vous remercie de nous avoir fait voyager à travers cette exposition. Nous attendons nombreux dès ce soir, je crois, et dès demain, jusqu'au 2 octobre, c'est-à-dire au moment où il y a finalement le grand événement entre tous non polluant, qui sont les voiles de Saint-Tropez. À très bientôt, Raphaël. Merci, à très vite. Merci.